Mes parents m'ont posé un ultimatum lors du dîner de Thanksgiving, devant 50 membres de la famille. Ils m'ont dit de payer les 78 000 $ pour le mariage de rêve de ma sœur, ou bien c'était la porte. Mon père a fait glisser sur la table un contrat qu'elle avait en fait authentifier par un notaire, en me disant de le signer ou de quitter sa maison pour toujours. Ma mère s'est levée et a déclaré que chaque personne à cette table était d'accord, que je lui devais bien cela. Ma sœur était assise là, souriant sous un diadème qu'elle portait déjà. Elle a ajouté qu'elle avait déjà réservé le lieu de réception avec ma carte de crédit, donc quand j'ai hésité, ma mère a pris mon assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant que les parasites ne mangeaient pas ici. Mon père a pris mes clés de voiture sur le comptoir en déclarant que la voiture resterait là jusqu'à ce que je prenne la bonne décision. 50 membres de la famille me regardaient en silence. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau et j'ai prononcé une seule phrase. Le visage de ma mère est devenu blême. C'était il y a 3 semaines. Maintenant, ils appellent 200 fois par jour. Mon père a laissé 36 messages vocaux en sanglotant. Le mariage de ma sœur est annulé. Et ils viennent de découvrir ce que j'ai réellement fait. Bienvenue sur la chaîne. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à un dîner de Thanksgiving. Je m'appelle Avery Collins et j'ai 31 ans. Au moment où mon père a fait glisser le contrat notarié sur la table de Thanksgiving, je savais déjà que ce dîner n'avait jamais été une question de dinde, de gratitude ou de famille. C'était une exécution mise en scène avec des accompagnements de traiteurs. Ma mère se tenait à un bout de la table comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration au lieu de passer la sauce au canneberge, et ma sœur était assise à 2 sièges de moi, avec un nœud en satin blanc et un diadème en strass ridicule. Souriant comme si elle attendait des applaudissements. Il y avait 50 personnes entassées dans la maison du lac de mes parents, près du lac Willy. Des oncles, des tantes, des cousins, des beaux-parents, des amis de l'église, des gens qui aimaient regarder une famille se briser tant que cela se passait sur de la belle vaisselle. Puis mon père a tapoté le papier et a dit de payer les 78 000 $ pour le mariage de ma sœur ou de quitter cette maison et de ne jamais revenir. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé le parquet. Elle a annoncé que chaque personne à cette table était d'accord, que je lui devais bien cela. Ma sœur a penché la tête et m'a adressé ce sourire mielleux et étudié que je connaissais depuis toujours. Elle a dit qu'elle avait déjà réservé le lieu de réception avec ma carte de crédit, donc en réalité, je ne faisais que rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Quand je n'ai pas tendu la main pour prendre le stylo, ma mère a attrapé mon assiette et a jeté mon dîner à la poubelle. Les parasites ne mangent pas ici. Mon père a calmement ramassé mes clés de voiture sur le comptoir et les a glissées dans sa poche. La voiture reste ici jusqu'à ce que tu décides de faire ce qui est juste. 50 membres de la famille me regardaient comme si j'étais le divertissement entre le dessert et le football. Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau et j'ai prononcé une seule phrase qui a rendu le visage de ma mère blême. Avant que je vous dise ce que j'ai dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ferait mieux d'appeler le lieu de réception avant de me traiter d'ingrate. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. C'est ça qui les a déstabilisés. Mon père détestait le calme plus que la colère, car la colère me faisait paraître émotive, mais le calme me faisait paraître certaine. Toute la pièce est restée figée pendant une demi-seconde. Et puis ma sœur a ri. Oh mon Dieu, Avery, ne sois pas si dramatique. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, son diadème scintillant sous le lustre, une main manucurée posée sur le contrat comme si l'argent était déjà à elle. Tu travailles dans la conformité. Tu examines littéralement l'exposition aux dépenses toute la journée. 78 000 $, ce n'est pas impossible. C'est un mariage, pas une guerre. Je l'ai regardé et j'ai failli rire moi-même, car cette phrase résumait ma famille mieux que n'importe quel thérapeute n'aurait pu le faire. Pour eux, mon travail, mon salaire, ma discipline, ma responsabilité ennuyeuse d'adulte, c'était des biens communautaires. Tout ce que je construisais était en quelque sorte une ressource familiale, surtout si Madison voulait quelque chose de cher et de photogénique. Ma mère a croisé les bras. Ta sœur n'a qu'une seule chance d'avoir le mariage qu'elle mérite. Et moi, j'ai une seule chance d'être traité comme un être humain, ai-je répondu. Il semble que nous soyons toutes les deux venues ici avec des rêves. C'est alors que mon père a dit à tout le monde ce qu'il pensait clairement m'achever. Il a dit qu'il était resté silencieux pendant des années pendant que je vivais égoïstement,
pendant que la famille me comblait d'amour sans rien recevoir en retour. Puis il a commencé à énumérer les choses qu'ils avaient faites pour moi comme s'il lisait les lignes d'une facture. Ma première voiture d'occasion, l'année où je suis resté à la maison après l'université, l'argent pour les manuels scolaires une décennie plus tôt. Tout était répété. Même les pauses étaient répétées. Puis ma mère a ajouté que j'avais toujours eu du ressentiment envers ma sœur parce qu'elle rassemble les gens et que moi, je tiens les comptes. Madison a soupiré de façon dramatique et a dit, honnêtement, Avery, je pensais qu'à 31 ans tu aurais surmonté la jalousie. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de les voir comme une famille et que j'ai commencé à les voir comme un risque de fraude coordonnée. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai dit que puisque nous en étions au compte, autant les faire correctement. L'expression de mon père a été la première à changer. Il connaissait ce ton. 2 ans plus tôt, j'avais appris que quelqu'un avait essayé de s'ajouter comme utilisateur autorisé sur l'une de mes cartes personnelles. La banque avait gelé le compte, ouvert un examen interne et m'en avait dit assez pour que je comprenne une chose. La demande provenait de mon cercle familial. Je n'ai jamais eu d'excuses. J'ai eu le silence, puis les reproches, puis la suggestion habituelle que je surréagissais. J'ai regardé ma mère. Voudrais-tu dire à tout le monde pourquoi ma carte a été signalée il y a 2 ans? Elle a répondu trop vite. Ce n'est pas le moment pour ta paranoïa. Cette réponse en a dit plus à toute la pièce qu'un aveu ne l'aurait fait. Ma tante, au bout de la table, a arrêté de mâcher. Un cousin a posé sa fourchette. Le sourire de Madison a finalement vacillé. J'ai tapoté sur mon téléphone et j'ai affiché la chaîne de courriels que je m'étais transféré une centaine de fois mais que je n'avais jamais montré à personne. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais qu'une fois que je le ferais, il n'y aurait pas de retour en arrière. L'acompte pour le lieu de réception n'est pas passé, ai-je dit. Non pas parce que j'ai refusé ce soir, mais parce que la carte que vous avez utilisée était bloquée bien avant ce dîner, ce qui signifie qu'une de ces deux choses s'est produite. Soit Madison a menti en disant qu'elle avait réservé le lieu avec ma carte, soit quelqu'un ici a sciemment essayé de débiter un compte gelé en espérant que je serais publiquement humilié au point de devoir régler le problème. Madison s'est redressée. Tu essaies de ruiner mon mariage pour un problème technique. Non, ai-je dit, je révèle un problème de vol autour de la dinde. Alors la mère du marié, qui était restée silencieuse toute la soirée, a posé la question que personne dans ma famille n'attendait d'une personne extérieure. Attendez, pourquoi Avery devrait-elle payer pour tout ça? L'atmosphère dans la pièce a changé. Ma mère a essayé de se reprendre rapidement. C'est un arrangement familial. Non, ai-je dit, c'est de l'extorsion avec des patates douces. Quelques personnes ont baissé les yeux. Quelques-unes avaient l'air ravies. Mon père a fait un pas vers moi et a baissé la voix. Assieds-toi. J'ai croisé son regard et j'ai dit, donne-moi mes clés. Pas avant que tu n'arrêtes tout ça. Alors garde-les, ai-je dit. Parce que si je reste une minute de plus, j'arrête de vous protéger tous. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs à cet instant. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte pendant que Madison m'appelait. Tu fais exploser la famille pour un seul mariage. J'ai fait une pause, la main sur la poignée, et j'ai dit, non, je la fais exploser pour des années à prétendre que ton sentiment que tout est dû était de l'amour. Puis j'ai laissé derrière moi une fureur pieds nus et je suis sorti dans la nuit froide en sachant 3 choses avec certitude. Ils allaient paniquer. Ils allaient mentir. Et pour la première fois de ma vie, rien de tout cela ne serait mon problème à gérer. J'ai passé la première nuit dans un hôtel à 20 minutes de là, car mon père avait mes clés et je refusais d'y retourner pour les chercher. J'ai commandé des frites de service en chambre assise à minuit, je me suis assise sur le bord du lit dans mon manteau et j'ai rejoué le dîner dans ma tête avec cette clarté étrange et retardée que l'on ressent après une humiliation publique. Mes mains tremblaient encore, mais pas de peur, de libération. Les gens imaginent toujours que rompre avec une famille toxique est quelque chose de dramatique et de cinématographique. Ce n'est pas le cas. Parfois, cela ressemble à regarder un mur d'hôtel beige à 1h17 du matin et à réaliser que plus personne dans votre vie ne peut vous facturer votre existence. Au matin, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. Des appels de ma mère, des appels de mon père, des appels de Madison, des appels de parents qui ne m'avaient pas parlé depuis des années mais qui se sentaient soudainement appelés à jouer les médiateurs. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai fait des captures d'écran de tout,
j'ai transféré des copies dans un dossier sécurisé et j'ai continué ma route. C'est ce que le travail en conformité vous inculque. Documenter d'abord, réagir ensuite. À midi, j'avais commandé des clés de voiture de remplacement, gelé tous les comptes qui avaient un jour croisé ceux de ma famille, changé les contacts d'urgence, mis à jour les autorisations postales et signalé mon crédit pour une surveillance accrue. J'ai également envoyé un courriel aux ressources humaines de mon entreprise, non pas parce que je le devais, mais parce que je connaissais mes parents. Quand ils perdaient le contrôle en privé, ils passaient à l'escalade en public. J'ai envoyé une simple note. Il pourrait y avoir des contacts en représailles de la part de membres de ma famille impliquant de fausses réclamations financières. Mon manager a appelé dans les 10 minutes et m'a dit, « Quoi qu'il se passe, nous sommes là pour toi. » Cette phrase a signifié plus pour moi que je ne l'ai laissé entendre. Les messages vocaux sont devenus plus odieux avant de devenir désespérés. Ma mère a dit que j'avais humilié des gens chrétiens lors d'une fête familiale sacrée, ce qui était une façon très Denise Collins de décrire une tentative de coercition financière. Mon père a dit que j'étais instable et que je devais rentrer à la maison avant que cela ne devienne permanent. Madison a envoyé une note vocale en pleurant assez fort pour paraître sincère si on ne la connaissait pas. « Je n'arrive pas à croire que tu me ferais ça, semble-t-elle. Tu sais à quel point je suis sous pression. Aucun d'entre eux n'a dit que nous avions tort. Aucun d'entre eux n'a dit que nous n'aurions pas dû te coincer devant 50 personnes. Leur douleur était logistique, non morale. Le calendrier du mariage s'effondrait. Le problème avec le lieu de réception était exposé. La famille du marié avait des questions. Mon silence leur coûtait leur crédibilité. 3 jours plus tard, ma cousine Léa m'a envoyé des captures d'écran de la discussion de groupe de la famille. Mes parents avaient publié une longue déclaration disant que je traversais une période émotionnelle difficile, que j'avais mal interprété une demande familiale affectueuse et que les gens devraient prier pour la réconciliation. Madison a ajouté un emoji de cœur brisé et a écrit « J'aime toujours ma sœur ». J'ai fixé ce message pendant un long moment parce qu'il était presque élégant dans sa manipulation. Il construisait un dossier public en temps réel, un dossier où j'étais instable, égoïste et tragique, tandis qu'eux étaient patients et le cœur brisé. C'est là que j'ai compris que le silence seul ne me protégerait pas. Le silence les avait protégés pendant des décennies. Alors, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai créé une chronologie. Pas un journal intime émotionnel, pas une liste d'accusations dramatiques. Une chronologie professionnelle. Date, incident, irrégularité financière, témoins, capture d'écran, messages vocaux, copies de textos, et un événement bancaire signalé il y a 2 ans qui n'avait jamais vraiment quitté mon esprit. Plus je la construisais, plus le schéma devenait évident. Madison voulait quelque chose. Mes parents le présentaient comme un devoir familial. Je résistais. Ils intensifiaient la honte jusqu'à ce que la soumission semble plus facile que la résistance. Le logement à l'université, la voiture, les cadeaux de Noël, les demandes de prêts qui devenaient des acquis. L'aide temporaire qui n'était jamais remboursée. Ils ne l'avaient pas seulement favorisée. Ils avaient structuré la famille autour de la conversion de ma fiabilité en son style de vie. Le plus étrange, c'est qu'une fois que j'ai vu clairement le schéma, j'ai cessé de me sentir folle. C'est l'astuce des familles dysfonctionnelles. Elle vous entraîne à percevoir votre propre mémoire comme une déloyauté. J'avais passé des années à justifier chaque incident, car pris isolément, chacun pouvait être écarté. Un malentendu, le stress, un mauvais timing, une mauvaise communication. Mais empilez-les, et l'architecture se révèle. À la fin de cette semaine, je ne pleurais pas une famille chaleureuse que j'avais perdue. Je pleurais le fantasme qui m'avait fait me porter volontaire pour subir du mal. Puis quelque chose s'est produit qui a fait passer l'histoire de dommages familial privé à un effondrement complet. J'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait « Salut Avery. C'est Ethan Mercey, le cousin de Nolan. Je pense que tes parents ont utilisé ton nom avec ma tante et mon oncle. Nous devons parler avant qu'ils ne perdent plus d'argent. Relisez ça. Avant qu'ils ne perdent plus d'argent. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas la seule personne que ma famille avait entraînée dans leur mise en scène. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai su exactement ce qui allait suivre. Cela n'allait pas se terminer avec moi me défendant. Cela allait se terminer avec la vérité atteignant le mauvais public pour mes parents et le bon public pour tous les autres.
J'ai rencontré Ethan Mercer dans un café de Fort Mill l'après-midi suivant. Ce n'était pas un héros providentiel tombé du ciel. Il avait l'air fatigué avant même de s'asseoir, et en 5 minutes, j'ai compris pourquoi. 2 ans plus tôt, Madison l'avait persuadé de couvrir temporairement la location d'un enterrement de vie de jeune fille de luxe pour le mariage d'une amie, après avoir promis de le rembourser dans les 30 jours. Elle ne l'a jamais fait. Ma mère a plus tard qualifié cela de malentendu entre jeunes. Même si Ethan avait 34 ans à l'époque et avait les reçus, il n'était pas venu pour me sauver. Il était venu parce qu'il avait reconnu un schéma pour lequel il avait déjà payé. Il a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages entre sa tante, la mère de Nolan, et ma mère. Ma mère leur avait dit que je gérais le versement d'une fiducie familiale, que j'avais déjà mis de côté des fonds pour le mariage de Madison, et que mon hésitation n'était qu'une question de timing et de stratégie fiscale. J'ai failli rire d'incrédulité. Je suis analyste en conformité, pas gestionnaire de fiducie. Mes grands-parents ont laissé des objets sentimentaux, pas une fortune secrète. Mais Denise Collins avait toujours cru que l'assurance pouvait remplacer la documentation si elle disait quelque chose avec assez de conviction. Ethan a continué à faire défiler. C'était encore là. Des références à mon engagement formel, mon don financier, mon désir de rester anonyme, et le pire de tout. Avery préfère ne pas discuter d'argent publiquement, mais elle nous a assuré que les coûts majeurs sont couverts. Je n'avais rien assuré de la sorte à personne. Qu'ont-ils déjà payé ? Ai-je demandé. Ethan a expiré. Ma tante et mon oncle ont avancé 22 000 $ pour le traiteur et l'hébergement des invités parce qu'on leur a dit que ta contribution couvrirait le lieu, la décoration et la photographie. Nolan a signé des contrats qu'il pensait être garantis par les 2 familles. Puis le lieu de réception a signalé des problèmes de paiement et ta mère a dit que tu traversais une crise mentale et que tu avais tout gelé impulsivement. Je suis resté assise un instant et j'ai laissé la colère prendre forme. Pas une colère sauvage, une colère utile. Celle qui ne crie pas, celle qui organise. Est-ce que Nolan est au courant ? Ai-je demandé. Ethan a hoché la tête une fois. Il sait que quelque chose ne va pas. Il ne sait pas à quel point. Ses parents sont embarrassés. Ma tante se sent flouée. Et Avery, il ne s'inquiète pas seulement pour l'argent. Ils craignent d'avoir été entraînés dans une arnaque familiale. Ce mot aurait dû me stupéfier. Il ne l'a pas fait. Il correspondait trop bien. J'ai regardé Ethan et j'ai dit, je leur dirai tout ce que je peux prouver. Rien de plus, rien de moins. Il s'est penché en arrière et, pour la première fois, a semblé soulagé. C'est plus que ce que quiconque dans ce pétrin a offert. Sur le chemin du retour, j'ai pensé au nombre d'années que j'avais passé à essayer de ne pas donner une mauvaise image de mes parents. Combien de fois j'avais modifié ma propre réalité pour préserver la leur. Je pensais que la loyauté signifiait absorber les dommages en silence. Mais la loyauté sans vérité n'est que du travail non rémunéré. Au moment où je suis arrivé à mon complexe d'appartement, j'avais déjà décidé quoi faire. Je n'allais pas faire d'éclat sur les réseaux sociaux. Je n'allais pas déclencher une guerre publique. J'allais faire ce que les gens craignent le plus lorsqu'ils ont construit une vie sur des récits sélectifs. J'allais placer des informations précises directement entre les mains des personnes qu'ils avaient manipulées. Ce soir-là, j'ai rédigé un message à Nolan et à ses parents. Il était court, calme et clair. Sans mélodrame, sans débris émotionnel. J'ai écrit que j'avais récemment appris que mon nom et mes finances avaient été utilisés dans des déclarations concernant le mariage de Madison, que plusieurs de ces déclarations étaient fausses, et que s'il le souhaitait. J'étais prête à partager des documents clarifiant ma non-implication dans tout engagement financier lié à l'événement. Je l'ai relu 6 fois avant de l'envoyer, non pas parce que je doutais de la vérité, mais parce que je savais qu'à la seconde où il le lirait, la machine à mariage que ma famille avait mis des mois à construire commencerait à s'autodétruire. Le père de Nolan a répondu 28 minutes plus tard. Il a demandé à me rencontrer en personne le lendemain matin. Il a également écrit une ligne que je n'ai jamais oubliée. Si ce que vous dites est exact, alors cela va bien au-delà d'un désaccord familial. Il avait raison. Il ne s'agissait plus de savoir si Madison aurait son centre de table de rêve ou sa sculpture de glace monogrammée. Il s'agissait de fraude déguisée en obligation familiale. Et tout le monde était sur le point d'arrêter d'appeler ça de l'amour. Nous nous sommes rencontrés dans un salon privé d'un restaurant de country club, car les parents de Nolan voulaient de la discrétion. Et franchement,
Moi aussi. Ils sont arrivés les premiers. Nolan était là aussi, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Le rouge à lèvres de sa mère était parfait. Mais ses mains tremblaient quand elle les a jointes sur la table. Son père a sauté les politesses. Commencez par le début, a-t-il dit. Alors j'ai commencé. Je leur ai dit que je n'avais jamais proposé de financer le mariage de Madison. Que je n'avais jamais géré de fiducie. Que je n'avais jamais autorisé aucun fournisseur à utiliser ma carte, mon nom ou mon identité financière. Je leur ai montré l'historique du compte signalé, la chronologie que j'avais établie, les journaux de messages et le courriel à mon employeur documentant les représailles anticipées. Je leur ai également parlé de Thanksgiving, du contrat notarié, de l'ultimatum public, des clés confisquées, de l'assiette jetée à la poubelle et de l'exigence que je signe sous pression devant 50 témoins. Nolan a fixé la table pendant la majeure partie de mon récit. Pas sa mère. Elle m'a observé tout le temps, de la manière dont les gens intelligents le font lorsqu'ils décident si le chagrin pousse quelqu'un à exagérer. Mais les faits ont une texture que les mensonges n'ont pas. Les dates coïncidaient, les documents coïncidaient, le timing coïncidait. Quand j'ai eu fini, son père n'avait plus l'air sceptique. Il avait l'air furieux, de cette manière contrôlée et coûteuse que les hommes riches adoptent lorsqu'ils réalisent que quelqu'un a confondu leur bonne manière avec de la faiblesse. Denise nous a dit que vous étiez timide au sujet de l'argent. Il a dit que vous détestiez discuter de votre générosité. Ma mère a toujours été créative lorsque mon portefeuille est en jeu. J'ai répondu. Puis est venue la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Nolan a déverrouillé son téléphone et a joué un message vocal que Madison lui avait laissé la semaine précédente. Dedans, elle se plaignait que je traînais les pieds pour le déblocage des fonds et que s'il s'occupait de sa famille, elle s'occuperait de la mienne. Sa mère a fermé les yeux quand le message s'est terminé. Ethan avait eu raison. Il n'était pas seulement alarmé. Il se sentait floué. Nolan m'a finalement regardé et a demandé, « Est-ce que Madison savait qu'il n'y avait pas de fiducie ?» Oui, ai-je dit. Peut-être pas tous les détails, mais elle en savait assez pour savoir que l'argent n'était pas à elle pour le promettre. Il a hoché lentement la tête, comme si cela faisait plus mal que tout le reste. Le père de Nolan s'est excusé, est sorti et a passé 3 appels téléphoniques. Quand il est revenu, l'air dans la pièce avait changé. Le paiement du traiteur prévu pour la semaine prochaine est suspendu. Le bloc de chambre est suspendu. Mon avocat examinera toutes les déclarations faites par vos parents à ma famille. Jusqu'à ce que cet examen soit terminé, il n'y a pas de mariage. La mère de Nolan a ajouté très doucement, et il n'y aura plus de discussion privée avec Denise. Elle en avait fini de prétendre que l'étiquette exigeait la vulnérabilité. Ce qui s'est passé ensuite a atteint ma famille avant même que je quitte le parking. Madison a appelé 16 fois en 11 minutes. Ma mère a texté, « Comment oses-tu aller les voir ?» Mon père a écrit, « Tu as 10 minutes pour arranger ça avant que j'aggrave la situation. » Puis le groupe de discussion familiale a explosé. Apparemment, la mère de Nolan avait envoyé un message concis aux proches des deux côtés. En raison de fausses déclarations graves concernant le financement du mariage et les engagements antérieurs, toutes les dépenses actuelles liées au mariage sont en cours d'examen immédiat. Veuillez ne pas effectuer d'autres paiements ou arrangements jusqu'à ce que les questions juridiques et financières soient résolues. C'était élégant, dévastateur et impossible à déformer pour mes parents. Madison s'est présentée à mon appartement ce soir-là en leggings, entièrement maquillée et en plein effondrement émotionnel. Elle a martelé ma porte assez fort pour que mon voisin jette un coup d'œil. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je suis sorti dans le couloir et j'ai refermé la porte derrière moi. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé à travers ses larmes. Mon lieu de réception a annulé. Mon fleuriste a annulé. Nolan ne me répond plus. Non, ai-je dit. Ils ont fait une pause parce que tes mensonges t'ont rattrapé. Nos mensonges ? A-t-elle lancé. Puis elle s'est figée, réalisant ce qu'elle avait dit. Cette seule syllabe disait la vérité mieux que n'importe quelle déclaration sous serment. Pour la première fois de ma vie, Madison n'avait pas l'air intouchable. Elle avait l'air terrifiée. Le mascara coulait, les mains tremblaient. La confiance du diadème avait disparu. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Et puis c'est arrivé. Quelque chose de si petit que cela ne signifierait rien pour personne d'autre. Elle a dit, Avery, s'il te plaît,
ne les laisse pas penser que j'ai fait ça toute seule. Elle ne m'avait jamais demandé de l'aide comme une sœur auparavant, seulement comme une bénéficiaire. Je l'ai regardée pendant un long moment. Tu ne l'as pas fait seule, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Elle s'est mise à pleurer plus fort et a dit, ils m'ont dit que tu finissais toujours par arranger les choses. Et voilà. Le credo de la famille. Avri absorbe. Avri répare. Avri paie. J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Elle a glissé le long du mur du couloir et a couvert son visage. J'aimerais pouvoir vous dire que je me sentais triomphante. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement refuser de continuer à porter ce que d'autres ont construit sur votre dos. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et j'ai laissé mon téléphone sonner jusqu'à l'épuisement. Le lendemain matin, le mariage n'était pas seulement chancelant. Il s'effondrait publiquement. Une fois que la famille du marié a lancé l'examen du financement, mes parents ont perdu la seule chose qui comptait le plus pour eux, le contrôle du récit. Jusqu'alors, ils pouvaient encore se dire que c'était un malentendu dramatique. Mais une fois que de l'argent extérieur, des témoins extérieurs et des avocats extérieurs sont entrés en scène, leurs armes habituelles ont cessé de fonctionner. La honte ne fonctionne que lorsque le public fait confiance à l'artiste. Le mien avait finalement cessé de le faire, alors ils ont intensifié leurs actions. Mon père a appelé la réception de mon bureau, prétendant qu'il y avait un problème urgent de mauvaise conduite financière me concernant. La sécurité l'a signalé et a transmis le rapport aux ressources humaines, qui m'ont immédiatement appelé pour m'avertir. 2 heures plus tard, ma mère a envoyé un courriel à l'un de mes directeurs principaux depuis un compte personnel, affirmant que j'avais détourné des fonds de parents et que je fabriquais maintenant des histoires pour éviter le remboursement. Cela aurait pu me déstabiliser si je n'avais pas déjà informé mon entreprise. Au lieu de cela, le service juridique a conservé le courriel, l'a documenté, et mon directeur a répondu une seule fois. Veuillez adresser toute allégation personnelle future par l'intermédiaire d'un avocat. Mes parents pensaient que le professionnalisme était un costume. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi cela ressemblait quand une véritable institution cessait de les tolérer. Ce soir-là, mon père a laissé un message vocal différent de tous ceux qu'il avait envoyés auparavant. Pas de cris, pas d'autorité, juste de la panique suintant à travers chaque respiration. Avri, rappelle-moi. Ça devient incontrôlable. Les gens posent des questions. Madison s'effondre. La famille de Nolan menace de tout retirer. Ta mère ne dort plus. S'il te plaît, nous pouvons tout expliquer. Puis un autre, puis un autre. Le lendemain, il y avait 36 messages vocaux de lui seul. Certains en colère, certains négociants, certains presque incohérents. Dans l'un d'eux, il a dit, « Tu ne comprends pas ce que cela va nous coûter. » J'ai écouté cette phrase 3 fois parce que c'était le plus près qu'il ait jamais été de me comprendre. Il ne parlait toujours pas de mon coût. Il parlait du sien. Mais c'était déjà quelque chose. Pendant ce temps, les parents ont commencé à me contacter en privé plutôt qu'en public. Un oncle a admis qu'il avait toujours soupçonné que mes parents étaient plus durs avec moi que nécessaire. Un cousin a avoué que Denise lui avait un jour demandé s'il serait prêt à me presser pour co-signer un billet à ordre familial à court terme. Ma tante Paula, qui avait regardé mon assiette atterrir dans la poubelle à Thanksgiving sans rien dire, a envoyé un message qui disait simplement « J'aurais dû te défendre. Je suis désolé. C'était tard. C'était faible. Mais ça comptait quand même. » Les systèmes toxiques survivent grâce aux spectateurs silencieux presque autant qu'aux abuseurs. Puis est venue la dernière chose que mes parents n'auraient jamais imaginé que je ferais. J'ai cessé de protéger leur image par une divulgation sélective. Je ne suis pas allé en ligne. Je n'ai pas posté de message de rage. J'ai envoyé un courriel mesuré aux parents qui avaient assisté à Thanksgiving, plus les quelques membres de la famille directement impliqués par la suite. En pièce jointe, une courte déclaration et des preuves à l'appui. J'ai écrit que, comme des versions contradictoires des événements récents circulaient, je partageais une documentation limitée établissant que je n'avais pas accepté de financer le mariage de Madison, que des réclamations financières avaient été faites en mon nom sans mon consentement, que les contacts en représailles s'étaient maintenant étendus à mon lieu de travail, et que toute communication future devrait se faire par écrit uniquement. J'ai joint des captures d'écran du contrat, des textos clés et du contact conservé par les ressources humaines de ma mère. Pas d'insultes,
pas d'adjectifs, juste des preuves. L'effet a été immédiat. On pouvait sentir le centre de gravité de la famille changer. Les gens qui avaient aimé me voir acculé n'ont pas aimé qu'on leur montre qu'ils avaient été assis à un rituel de coercition publique et appelés comme témoins après coup. Mes parents ont commencé à recevoir des messages non pas de soutien, mais de distance. Une tante s'est retirée du groupe de discussion sur la planification du mariage. Un autre parent a dit à ma mère qu'il était profondément déçu. Le frère de mon grand-père, un pasteur à la retraite de 80 ans avec qui personne ne discutait, a appelé mon père et lui a dit « Tu ne disciplines pas une fille. Tu en extorques une. » J'ai entendu parler de cet appel par 3 cousins différents en moins d'1 heure, puis les dommages financiers ont fait surface. Une fois que les fournisseurs ont commencé à comparer les communications, les annulations se sont multipliées. Le lieu de réception a conservé une partie de la compte. Le contrat de conception florale incluait des frais de sourcing personnalisés non remboursables. L'orchestre avait une clause de pénalité. L'entreprise de tentes de luxe voulait des frais d'annulation complets car l'installation avait déjà été programmée. Une fois tout totalisé, mes parents se retrouvaient face à bien plus de 100 000 $ de coûts irrécupérables, de pénalités, d'acomptes et de remboursements privés qu'ils avaient supposés seraient couverts une fois qu'ils m'auraient forcé à signer. Leur chef-d'œuvre de manipulation avait une faille fatale. Il dépendait de ma soumission arrivant avant la paperasse. Ma mère s'est finalement présentée seule à mon appartement. Sans perles, sans rouge à lèvres parfait, juste un manteau de laine, des yeux gonflés et le regard d'une femme rencontrant les conséquences pour la première fois de sa vie. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle s'est tenue dans le couloir et a murmuré « S'il te plaît, arrête ça ». J'ai failli lui demander de quelle partie elle parlait. La vérité, les preuves, la partie où je refusais de payer pour le fantasme de son enfant préféré. Au lieu de ça, j'ai dit « Ce n'est pas moi qui ai commencé ça ». Elle a dégluti difficilement. Nous essayons d'aider Madison. Non, ai-je dit, vous essayez de m'utiliser. Son visage s'est décomposé, non pas parce qu'elle avait découvert le remords, mais parce que la phrase était si nette qu'elle ne pouvait pas la contester. Puis elle a dit la chose que j'avais attendu toute ma vie d'entendre et dont, curieusement, je n'avais plus besoin. Nous avons mal géré la situation. Pas nous avions tort. Mal géré la situation. Même ses excuses étaient logistiques. J'ai secoué la tête. C'est pour ça que c'est arrivé, maman. Parce que pour toi, la cruauté est un problème de stratégie. Elle s'est mise à pleurer et a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Tu as dit à 50 personnes que je devais ma vie à Madison. Tu as jeté mon dîner. Tu as pris ma voiture. Tu as contacté mon travail. Tu as menti à une autre famille en mon nom. Tu n'as pas besoin de pardon en ce moment. Tu as besoin de réalité. Elle est partie sans un autre mot. 3 jours plus tard, le mariage de Madison était officiellement annulé. Pas reporté. Annulé. Nolan a mis fin aux fiançailles par l'intermédiaire d'avocats et d'un courriel brutalement simple. À la lumière des fausses déclarations matérielles et de la perte de confiance irréparable, je ne vois pas de voie à suivre. Mes parents avaient voulu me forcer à un paiement à vie. Au lieu de cela, ils ont forcé leur enfant en or à un effondrement public qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et pourtant, l'histoire n'était pas terminée, car il y avait une dernière chose qu'il n'avait pas encore faite. Il ne s'était pas excusé là où il m'avait humilié, devant la famille. La dernière fois que j'ai vu Madison, c'était dans un parc au bord du lac, 2 semaines après l'annulation. L'hiver avait tout réduit à des branches et à une lumière froide, ce qui semblait approprié. Elle paraissait plus petite, comme si la version d'elle-même qui n'existait que lorsque nos parents n'étaient pas là avait finalement fait surface et ne savait pas encore comment se tenir. Elle était assise sur un banc, sans maquillage et sans aucune de la performance qu'elle portait comme une armure. Quand je me suis approché, elle n'a pas souri avec mépris. Elle n'a pas accusé. Elle a juste dit, il me rejette la faute maintenant. Je l'ai cru instantanément. Les familles construites sur des boucs émissaires n'apprennent pas de l'effondrement. Elles ne font que redistribuer le poids. Elle m'a dit que les fournisseurs étaient furieux. La famille de Nolan avait coupé les ponts. Les parents évitaient mes parents. Et notre père avait commencé à dire que Madison avait mal compris le plan. Le plan. Même maintenant, il parlait comme si c'était un problème de calendrier, pas un problème de caractère. Madison a ri une fois,
Un rire amer et bref. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que je méritais plus que tout le monde. Je n'avais pas réalisé que cela signifiait qu'ils me laisseraient tomber d'une falaise si cela leur permettait de se sentir important. C'était la première chose honnête que je l'avais jamais entendu dire sur notre famille. Puis elle m'a regardé et m'a demandé la seule chose que tout le monde pensait que je devais encore. Le sauvetage. Peux-tu leur parler? Peux-tu dire à la famille que je n'étais pas la seule? Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi quelque chose de nouveau. La honte. Je me suis assise à côté d'elle, pas trop près, et j'ai regardé l'eau bouger. Tu n'étais pas la seule, ai-je dit. Mais je ne vais pas retourner dans ce système pour adoucir les conséquences pour les gens qui l'ont construit. Elle a essuyé ses yeux et a murmuré. Alors c'est tout. Je me suis tourné vers elle. Non, c'est la première chose honnête qui nous soit arrivée depuis des années. Elle s'est mise à pleurer doucement cette fois, sans manipulation. Je ne savais pas à quel point c'était dur pour toi, a-t-elle dit. Parce que c'était bien pour toi, ai-je répondu. La vérité s'est posée entre nous et y est restée. Je ne lui ai pas dit que je la détestais. Ce n'était pas le cas. La haine m'aurait lié à elle plus étroitement que l'amour ne l'a jamais fait. Ce que je lui ai dit, c'est ceci. Je n'essaie pas de te ruiner. Je refuse de continuer à me ruiner pour que tu sois à l'aise. Elle a hoché la tête lentement, comme si chaque mot devait passer à travers tous les vieux scénarios familiaux avant de pouvoir être enregistré. Je pensais que tu finirais toujours par arranger les choses, a-t-elle admis. C'est ce qu'ils m'ont appris. Je sais, ai-je dit. Ils me l'ont appris aussi. Nous sommes restés assis en silence après ça, et pour une fois, le silence ne ressemblait pas à une reddition. Il ressemblait à une frontière. Une semaine plus tard, mon père a demandé à me voir. J'ai dit non. Puis il a envoyé un message disant que lui et ma mère voulaient faire une déclaration à la famille. Je ne leur faisais pas confiance, mais j'étais assez curieuse pour me joindre à l'appel vidéo qu'ils ont organisé avec des proches. Il y avait peut-être 20 personnes dessus. Le même écosystème qui m'avait regardé me faire acculer à Thanksgiving me fixait maintenant depuis de petits carrés sur un écran. Mon père avait l'air plus vieux. Ma mère avait l'air furieuse de devoir faire ça. Et puis, parce qu'il ne leur restait plus aucun autre coup à jouer, ils se sont excusés, pas parfaitement, pas magnifiquement, mais publiquement. Mon père a admis que je n'avais jamais accepté de financer le mariage. Ma mère a admis qu'ils avaient impliqué les parents de manière inappropriée et fait des suppositions financières en mon nom. Ma mère pouvait à peine prononcer les mots, mais elle les a dit devant tout le monde. Mon père a ajouté que contacter mon lieu de travail avait été inacceptable. L'appel n'a duré que 8 minutes, mais il a modifié 31 ans de gravité familiale. Après, plusieurs parents m'ont envoyé des textos en privé. Certains se sont excusés. Certains ont essayé d'expliquer pourquoi ils étaient restés paralysés. Certains ont encore adouci le comportement de mes parents avec des phrases comme « ils étaient sous pression » ou « les mariages rendent les gens fous ». Je n'ai pas argumenté. La minimisation est la façon dont certaines personnes survivent à la proximité de la dysfonction. Mais je n'ai pas non plus accepté une version de l'histoire qui effaçait ce qui s'était passé. C'était le vrai changement. Pas le mariage, pas l'argent perdu, pas même les excuses publiques. Le vrai changement, c'est que j'ai cessé de négocier contre ma propre mémoire juste pour que les autres soient à l'aise. Quant à mes parents, les retombées ont continué à se propager. Ils ont dû rembourser une partie des dépenses de la famille du marié, couvrir les pénalités des fournisseurs et absorber l'humiliation d'être discrètement exclus de certains événements ecclésiastiques et sociaux qu'ils dominaient autrefois. Les parents ont cessé de proposer de l'argent. Plus personne ne faisait confiance aux arrangements familiaux. Mon père a vendu la voiture de collection qu'il aimait pour couvrir les obligations en suspens. Ma mère a annulé une rénovation dont elle se vantait depuis des mois. L'ironie aurait été poétique si elle n'avait pas été si ordinaire. Les personnes qui ont passé des années à me traiter comme un fonds d'urgence privé ont finalement dû financer elles-mêmes les conséquences. Et moi, j'ai déménagé. Pas de façon dramatique, pas par dépit. J'ai accepté une promotion à Richmond et j'ai loué un appartement lumineux avec de grandes fenêtres et absolument aucune place pour la culpabilité héritée. J'ai acheté une table à manger que j'aimais et j'ai invité des amis qui ne m'ont jamais fait mériter ma place. Le premier Thanksgiving là-bas a été calme, presque ennuyeux. C'était parfait. Au milieu du dessert,
j'ai regardé autour de la pièce et j'ai réalisé que personne ne tenait les comptes. Personne ne testait ma loyauté. Personne ne tendait un piège en appelant ça une tradition. J'avais passé tant d'années à essayer de devenir acceptable pour des gens déterminés à mal me comprendre que la paix elle-même semblait inconnue. C'est la partie que je veux que quiconque écoute retienne. La liberté, ce n'est pas toujours couper les ponts avec sa famille dans un discours enflammé. Parfois, c'est plus petit et plus difficile que ça. Parfois, c'est décider que l'amour n'exige pas de sacrifices financiers sous la menace, d'humiliation publique pour un contrôle privé, ou de preuves sans fin que vous êtes digne d'un respect élémentaire. Parfois, la phrase la plus puissante dans une famille comme la mienne n'est pas « je te pardonne » et ce n'est pas « je te déteste ». Parfois, c'est simplement « non, cela m'appartient ». Mon temps, mon travail, mon crédit, mon silence, ma vie. Alors, quand les gens me demandent si je leur ai jamais pardonné, je dis la vérité. Le pardon a cessé d'être le centre de l'histoire le jour où j'ai choisi la réalité plutôt que de jouer un rôle. Ce qui importait plus, c'était ceci. J'ai finalement compris qu'être la personne forte dans une famille toxique signifie souvent simplement être la plus facile à exploiter. Et au moment où vous cessez de porter ce que tout le monde a mis sur votre dos, il vous traite de cruel, d'égoïste, d'ingrate, de dramatique. Il vous traite de tout, sauf de ce que vous êtes, libre. Si vous étiez à ma place, que choisiriez-vous? Le pardon ou la liberté? Et que pensez-vous qu'il arrive à une famille lorsque la personne sur qui il comptait pour tout porter en silence décide finalement de tout déposer? D'un certain point de vue, l'histoire ne porte pas vraiment sur l'argent ou même sur le mariage. Elle porte sur ce qui se passe lorsqu'une personne dans une famille est toujours censée donner, se taire et porter le fardeau de tous les autres. La décision d'Avril était puissante parce qu'elle n'a pas choisi la vengeance par la cruauté. Elle a choisi la vérité, le respect de soi et la liberté. C'est ce qui rend cette histoire si percutante. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de dire non aux gens qui ne l'apprécient que lorsqu'elle est utile. Que feriez-vous si votre propre famille vous mettait publiquement la pression pour tout sacrifier pour quelqu'un qui ne vous respecte jamais? Leur pardonneriez-vous, partiriez-vous ou révéleriez-vous la vérité?